Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Stop Intox. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @stop-intox et sur @village semence. Aujourd'hui, nous allons aborder l'agriculture a-t-elle encore un avenir en France? Vous savez que nous avons reçu le président Macron et le commissaire européen Phil Hogan et c'était un vrai sujet sur la journée d'hier. En plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Weinstein. Bonjour. Bonjour. Benoît Apparu, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je vous ai perdu. François Mandin, c'est vous. Bonjour. Gilles Brochard. Bonjour. Et Stéphane Sanchez. Bonjour. Pour démarrer cette émission, une interview avec Pascal Perry qui a été tournée hier. Je pense que un des enjeux pour l'agriculture française aujourd'hui, c'est de se situer dans une triple approche de valeurs. Et c'est plutôt le point de vue d'un économiste. Pour réussir, l'agriculture française, elle doit tout à la fois défendre une valeur environnementale. Parce que c'est une attente de la société, parce que les Français le veulent, parce qu'au fond, il y aura d'acceptabilité de la production française que si l'agriculture française respecte des valeurs environnementales. Il y a un deuxième élément qui fonde la valeur de l'agriculture française, c'est la valeur nutritionnelle de nos productions. Et là, on a énormément de choses à vendre par rapport à nos concurrents. On a des produits qui sont souvent de meilleure qualité, on a une tradition qui est supérieure, là aussi en termes de qualité. On a des techniques agroécologiques qui sont à la pointe. Je sais que ça fait peur le mot génétique, mais il ne faut pas en avoir peur parce que la nature, elle fait de la génétique elle-même. Et donc, quand de temps en temps, on donne un petit coup de pouce pour améliorer nos productions, améliorer leur valeur nutritionnelle, ben en réalité, on fait gagner tout le monde. Et puis, le troisième élément, c'est qu'il faut que l'agriculture française, elle respecte aussi des valeurs économiques. Donc, quand les trois cercles sont concentriques, valeurs environnementales, valeurs nutritionnelles, valeurs économiques, à chaque fois qu'ils sont concentriques, on gagne. L'agriculture française, elle gagne et c'est dans cette direction qu'il faut tendre, avec quand même un acteur essentiel, l'État. Il faut que les politiques publiques défendent cette vision, cette version de l'agriculture française, parce que les agriculteurs, eux, ils ont déjà commencé. Alors de retour en plateau, Gilles, j'ai envie de démarrer avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ce qui se dit aujourd'hui? Est-ce que l'agriculture a encore un avenir en France? Alors déjà, je pense qu'il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agricultures françaises, parce qu'il y a des secteurs qui sont très compliqués, très différents. Un producteur de semences, par exemple, n'a pas la même problématique, n'a pas le même marché, n'a pas la même approche qu'un producteur de lait, par exemple. Donc déjà, mettre tout ça dans un grand vaste truc et puis dire, voilà, il suffit d'eux, ça ne marchera pas. La chose essentielle, comme tout secteur économique, on ne peut pas se passer de la question de l'économie. Si l'agriculture ne produit pas des produits qui sont compatibles à ce que la population veut, pas ce qu'elle dit qu'elle veut, ce qu'elle achète, et si ce n'est pas fait à des coûts qui sont raisonnables, ça ne marchera pas. Et moi, ce que je remarque, c'est depuis une dizaine d'années, on est en train de saboter notre agriculture. On lui met des verrous partout. Vous prenez ici nous sommes dans nos villages semences. Vous prenez les semences par exemple. La plus-value des semences aujourd'hui, c'était quoi? Enfin jusqu'à présent, c'était quoi? C'était les traitements de semences. On exportait des semences traitées et la plus-value était sur les traitements de semences. Or, qu'a fait la France? On a interdit ces traitements de semences. Ça veut dire qu'on se prive de plus-value qu'on exporte. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, la France va se passer du glyphosate. On sait le coût que ça va engendrer pour les agriculteurs. Qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose des solutions qui seront plus onéreuses. Donc, on sera moins compétitif sur le marché international. Donc, on est en train, sous prétexte d'idéologie, en réalité, finalement, de saboter notre agriculture, tout simplement parce qu'on ne colle pas aux réalités économiques du XXIe siècle. Alors, Benoît Apparu, vous n'êtes pas forcément du même avis. Vous avez lancé l'année dernière Planète A. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le projet Planète A? Alors, on part d'un constat que dans les 50 ans qui viennent, nous aurons 3 enjeux planétaires majeurs. Comment on nourrit 10 milliards d'habitants sur la planète? Comment on préserve l'ensemble de nos ressources? L'eau, la biodiversité, le sol. Et puis, comment on lutte contre le changement climatique? Aujourd'hui, ces
trois enjeux-là sont souvent vécus comme contradictoires. Et l'agriculture est souvent vécue comme un problème à ces sujets-là. Nous, on veut inverser la logique et présenter un schéma qui consiste à dire que l'agriculture n'est pas la seule solution, mais l'une des solutions pour régler ces trois enjeux planétaires. Et on veut le faire par différents outils. Un forum international qu'on a organisé l'année dernière, dont la deuxième édition se tiendra cette année au mois de juin. Un institut des hautes études, un peu comme l'IHEDN, pour former les cadres dirigeants de la société française à ce qu'est l'agriculture. Et puis une cité de l'agriculture, un peu sur le modèle de la cité du vin de Bordeaux, pour présenter aux jeunes générations qui sont très éloignées de la question agricole les enjeux que je viens d'évoquer. Et notre idée, c'est de le faire de façon en évitant toutes les oppositions. En gros, en essayant de se dire, si effectivement chacun reste dans son schéma, dans son créneau, on sera tous plantés. Et donc de dire qu'il faut réunir impérativement 5 grandes familles de décideurs. Les agriculteurs, les ONG, le monde économique, sous-entendu industriel et bancaire, le monde administratif et politique, et puis le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et c'est en mélangeant ces 5 familles-là, autour de ces 3 grands enjeux, me semble-t-il, qu'on arrivera à proposer un nouveau projet de société pour les agriculteurs, à leur bénéfice, mais sans avoir l'ensemble des oppositions que nous avons aujourd'hui. Comment vous vous intégrez avec l'Europe dans ce dispositif? Alors, on a évidemment un forum que l'on veut mondial, français, européen, mais évidemment mondial. Et dans le cadre des démarches que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'Union européenne, on est en train de lancer par exemple une étude sur le carbone. Quel est le modèle financier de la captation du carbone dans le sol? Comment est-ce qu'on peut imaginer que demain l'agriculture, pour répondre au 3e enjeu que j'ai évoqué, à savoir le changement climatique, puisse capter beaucoup plus de carbone qu'aujourd'hui et qu'on trouve une valeur économique pour l'agriculteur à cette captation du carbone? On va bientôt lancer une étude sur la modélisation financière via des fonds d'investissement sur quota carbone et évidemment, on va voir l'Europe pour le faire. Merci beaucoup. Alors, vous avez compris, nous avons des acteurs de terrain sur ce plateau. Et j'ai une question pour vous, François Mondin. Vous êtes agriculteur dans le Marais Poitevin et vous êtes président de l'association pour la promotion d'une agriculture durable. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est des groupements d'agriculteurs, des associations de territoire qui travaillent à la mise en œuvre d'un système de production qui s'appelle l'agriculture de conservation des sols. Concrètement, la conservation. Concrètement, ça consiste à essayer d'imiter les processus naturels qui construisent le sol tout en préservant l'acte de production agricole. Et donc, pour faire ça, on s'impose 3 règles qui sont pas de travail du sol, les labours sont arrêtés, aucun travail du sol, simplement la mise en place de la graine dans le sol, le couvert permanent des sols, qui est la base de l'amélioration continue dans la nature des sols, et la diversité de ces espèces. Donc, pour moi qui suis agriculteur, cette réalité, je la vis depuis 20 ans. On a mis en place sur ma ferme, en bordure du Marais Poitevin, l'agriculture de conservation des sols sans l'avoir nommée, mais en partant sur le constat que je viens d'entendre. C'est-à-dire, comment je pouvais faire, moi qui avais à l'époque 30 ans, je pouvais lier les enjeux de production et les enjeux de protection. Je suis dans le Marais Poitevin, donc pour ceux qui connaissent un peu, il y avait des enjeux de territoire mais très forts et je ne comprenais pas comment j'allais faire 20 ans, 30 ans d'agriculture en opposition avec le territoire. Et c'est en se posant ces questions-là collectivement qu'on a abouti à cette idée que si on remettait dans nos métiers le sol, on allait rentrer dans un processus continu de durabilité et d'amélioration. Et avec nos petits moyens, avec nos peu de connaissances universitaires, avec personne pour nous aider, on a œuvré depuis 20 ans à l'émergence de cette agriculture. Et aujourd'hui, en tant que président de cette association nationale, l'APAD, on porte 10 associations régionales et plus de 1000 agriculteurs qui travaillent là-dessus partout dans toutes les régions de France. Et je suis content de voir monsieur apparu parce qu'on a discuté également avec Planeta dans le cadre de ces réflexions autour du carbone, parce que cette agriculture qu'on a fait pour nous agriculteurs au départ, parce que je voulais rebondir sur ce qu'a dit monsieur Perry, il m'a semblé qu'il lui a manqué un quatrième pied, c'est le côté humain. On ne fera pas d'agriculture si il n'y a pas des agriculteurs qui sont engagés, qui sont responsables, qui sont libres et qui sont reconnus comme des acteurs
majeur de cette agriculture. Et souvent, on a plein de gens qui parlent de l'agriculture, mais qui font de l'idéologie sur l'agriculture. Moi, je pense qu'il faut partir de la réalité pour évoluer et répondre aux questions et sociales, sociétales et humaines, en partant des réalités économiques, territoriales et de production. Et c'est ça l'agriculture de conservation qu'on porte aujourd'hui au sein de l'association. Ça rejoint ce que nous disait Gilles, on parle d'agriculture, mais on parle aussi d'agriculteurs. Et on va parler aussi de proximité avec vous, Stéphane Sanchez. Vous êtes directeur de la FNSEA Grand Bassin Parisien. On n'imagine pas forcément toutes les cultures qu'il y a autour de Paris. Ah bah, elles sont nombreuses, sachant qu'effectivement, d'une commune à l'autre, vous a pas échappé qu'il y a des parcelles agricoles au milieu, et que malgré effectivement la présence de toutes les grandes cultures qui jalonnent le bassin parisien, vous avez de l'agriculture, du maraîchage, vous avez de l'arboriculture, vous avez même des vignes pas très très loin, hein. Il suffit d'aller dans la Marne pour s'en rendre compte. Il y a même des plantations de vignes aujourd'hui qui se font en Seine-et-Marne. C'était historiquement un bassin viticole. Et vous avez effectivement une diversité agricole qui n'est pas sans rappeler la vocation première de ce bassin, qui était de nourrir les hommes dès l'Antiquité. Et alors, est-ce que sur ce grand bassin, vous faites aussi de l'agriculture de conservation? Est-ce que vous avez des liens ensemble? Ah oui, non, mais ça effectivement, c'est un petit peu le terrain sur lequel on nous amène, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous ramène aujourd'hui à l'agriculture de plaine? Parce que le bassin parisien, c'est ça, son trait commun, c'est que nous sommes sur de la plaine. Alors, la plaine, il y a des vallons, des vallées, hein, tout n'est pas plat, mais c'est la plaine, c'est un bassin sédimentaire. Et dans cette agriculture de plaine, vous avez bien sûr les grandes cultures qui se sont établies il y a un petit peu de temps de cela parce qu'elles ont occupé les terres les plus fertiles, tout simplement. Hein, et donc effectivement, les grandes cultures se sont implantées en son centre. Et vous avez en périphérie l'élevage qui venait en complément de l'agriculture des grandes cultures. Et après, les agricultures de diversification qui se sont associées, notamment les agricultures qu'on appelle de circuits courts et qui alimentent aujourd'hui les marchés de proximité. Merci. Alors, une question à Gilles Bouchard. Vous travaillez à l'école supérieure de journalisme. Quel est le regard aujourd'hui des journalistes sur tout ce qui se passe dans ce monde agricole? Et on parlera tout à l'heure aussi d'agribashing, parce que c'est un mot dont on entend beaucoup parler en ce moment. Vous savez, aujourd'hui, on parlait de globalisation. L'important, c'est d'essayer de faire comprendre, de transmettre aux futurs journalistes, en fait, l'idée de l'agriculture française, qui est, comme on l'a dit, un vrai patrimoine. On parle toujours de patrimoine culturel, mais là, je pense qu'on peut parler de patrimoine non seulement humain, évidemment, mais de terre. Et en fonction, nous, on a des jeunes qui viennent de la France entière, de la France rurale, évidemment, aussi. Donc, ils sont, la plupart, assez intéressés. Pour certains, ils ne comprennent pas tellement dans quelle ouverture le monde s'adresse. Nous, on essaye de transmettre avec des acteurs du monde agricole, justement, tous les problèmes que se posent aujourd'hui entre l'environnement, l'écologie, l'écosystème et puis aussi, évidemment, tout ce qui touche à la nutrition. Parce qu'évidemment, ce sont des jeunes qui ne s'alimentent pas très très bien. On essaye vraiment de leur inculquer une façon peut-être de se comporter et au-delà de ça, d'essayer de comprendre tous ces enjeux à travers justement une prise de conscience d'abord. Parce que je pense qu'avant de traiter tous ces sujets, il faut travailler en amont sur tous ces problèmes qui sont liés à l'écologie et à l'humain évidemment. Et comment, nous sommes sur des sujets qui sont particulièrement complexes, comment est-ce qu'on évite les fake news? Qu'est-ce que vous faites avec vos étudiants? Ça c'est le gros problème. Moi je parlerai plutôt d'infox que de fake news, mais je pense qu'aujourd'hui, en faisant venir à la fois des journalistes spécialisés ou des acteurs, l'autre jour on a fait toute une animation autour des pesticides par exemple, expliquer à quoi servent les pesticides, les atouts des pesticides aussi, ne pas essayer d'être toujours dans la revendication ou dans la négation des choses, dans un pays comme la France qui est quand même le premier pays agricole en Europe, essayer de comprendre. Alors c'est la compréhension, c'est l'étude. Et c'est aussi à une époque où les jeunes lisent beaucoup moins, hein, même les futurs journalistes lisent plus des brefs que des articles de fond. Moi, je suis là un peu pour leur transmettre cette idée d'aller vers les acteurs de cette économie, en fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux. Avant le débat, nous avons lancé une question sur Twitter. Les agriculteurs, premiers écologistes de France, d'accord, pas d'accord. Et on aura le résultat du sondage à l'issue de l'émission. Là, j'aimerais avoir l'avis de Théo dans la Social Room. Quelles sont les questions que nous posent les internautes aujourd'hui?
Alors, beaucoup de réactions sur Twitter au hashtag Village Semence, notamment une question concernant justement les journalistes. Est-ce que il faudrait que les écoles de journalisme rendent obligatoire d'aller visiter une ferme pour les étudiants? Pour l'internaute en question, ça éviterait aux journalistes de raconter n'importe quoi. Bah oui, tout à fait. D'ailleurs, on a le projet, c'est drôle qu'ils disent ça, on a le projet d'aller visiter une ferme en Île-de-France dans les semaines qui viennent. J'emmène mes étudiants personnellement à Rungis déjà, pour qu'ils entre 2h et 7h du matin, pour qu'ils passent une nuit avec justement, qui se rendent compte un peu de la production française, que ce soit les poissons, on commence par les poissons généralement, les crustacés. On passe par la tête de veau, alors il y en a qui tombent un peu dans les pommes quand on découpe une tête de veau. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le produit, ce que produit un terroir comme la France, les terroirs français. Gilles, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faut aller visiter toutes nos belles fermes de France? Non, c'est sûr que ce serait une très très bonne chose. Maintenant, si c'était si facile que ça pour arrêter le agribashing, je dirais que ça saurait. L'agribashing, c'est une arme politique. C'est une arme politique utilisée par un certain nombre de personnes pour plusieurs raisons. J'ai écrit un livre là-dessus, ça s'appelle Panique dans l'assiette, ils se nourrissent de nos peurs, où je démontre comment vous avez plusieurs lobbies qui font volontairement de l'agribashing. Ils savent très bien que c'est de l'agribashing, donc c'est pas en leur faisant visiter une ferme qu'ils vont se rendre compte que oh, je me suis trompé, puisque ce sont des mensonges volontaires avec un agenda politique. Et cet agenda politique consiste à démolir le système agricole français tel qu'il est aujourd'hui. Donc bon, il faut pas non plus, on ne vit pas dans la société des bisounours. Benoît Paru, on parle des journalistes, mais on parle aussi des jeunes. Comment est-ce que vous intégrez toute cette jeunesse dont nous avons besoin à l'intérieur de Planeta et dans votre démarche? Deux remarques peut-être. La première par rapport à la question sur faut-il former les journalistes à tel ou tel sujet. Je crains malheureusement qu'il ne faille le faire sur tous les sujets. Visiter les fermes, mais sur tous les sujets techniques sur lesquels on a effectivement aujourd'hui un monde de plus en plus complexe et donc des réponses qui ne peuvent pas simplement être simples. Ce qui est souvent l'attente du journaliste qui veut une réponse binaire, oui ou non, en 8 secondes si possible. Donc on a effectivement, mais ça, c'est le métier des écoles de journalistes, elles le font plutôt bien. Je pense surtout qu'il faut qu'on arrête ces espèces d'oppositions entre les uns et les autres. Il y aurait les gentils agriculteurs, les méchants journalistes, ou l'inverse, bien évidemment. Heureusement que les choses sont un poil plus subtiles que ça. Dans le cadre de Planeta, il y a deux choses qu'on essaie de faire. La première, c'est ce que j'ai évoqué avec l'Institut des hautes études que nous voulons créer et qui répond un peu à l'idée qui a été émise par l'internaute tout à l'heure. De se dire que nous avons besoin dans notre société de mieux faire partager ce qu'est le projet agricole français et international. Et de se dire par exemple, c'est ce qu'on va faire, qu'on va réunir tous les ans, 2 jours par mois, pendant 1 an, des cadres dirigeants de la société française, un général, un évêque, 5 agriculteurs, 5 syndicalistes non agricoles, 3 banquiers, 3 de la DG Énergie de l'Union Européenne, 2 députés. Bref, l'ensemble des dirigeants de la société française qui ne sont pas des spécialistes de la question agricole, mais pour leur faire partager ce que sont les stratégies agricoles françaises et internationales et les grands enjeux. Et on imagine qu'avec ça, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va réussir à avoir une influence dans le bon sens du terme sur la réalité de la question. Et quand je dis la réalité de la question, c'est pas pour être le lobby des uns ou le lobby des autres. C'est justement en ayant une approche universitaire des choses, objective des choses, et non pas en voulant défendre telle ou telle thèse. Premier élément. Deuxième élément, j'évoquais tout à l'heure la cité de l'agriculture que nous voulons créer. C'est quoi? Un bâtiment, bien évidemment, dans lequel, à l'intérieur, sur un plan avec un aspect très pédagogique, très ludique, on essaie d'expliquer ce qu'est l'agriculture. On est tous confrontés au même sujet. Il y a 3 ou 4 générations, nous avions tous des agriculteurs dans notre famille. C'est plus le cas. Et aujourd'hui, un jeune, pour reprendre la formule de Coluche, il considère qu'un poisson, c'est un machin carré avec les yeux dans le coin, avec l'œil dans le coin. Ben voilà, on est comme ça, on s'est éloigné de la question agricole, et donc il y a une méconnaissance totale de ce qu'est l'agriculture. Ben, l'objectif de cette cité, c'est de façon très pédagogique, je me répète, très ludique, de réexpliquer au grand public et notamment aux jeunes générations comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Merci. Et alors, Stéphane Sanchez, vous de votre côté, comment est-ce que vous placez justement les jeunes, les journalistes, la communication pour vous auprès du grand public? Alors, on est confronté aujourd'hui à une problématique, enfin un paradoxe qui est assez étonnant, c'est qu'on a
de la part du grand public, une opinion favorable extrêmement positive. Hein. Il y a eu encore un dernier sondage qu'on a fait. On a fait un sondage Ipsos cet été, on était à 84%. Le dernier sondage, on est à 85%. On a gagné 1% en 6 mois. Ça veut dire que très majoritairement, les Français reconnaissent le côté laborieux, travailleur, consciencieux, volontaire de l'agriculteur. C'est un capital confiance énorme. Il y a très peu de secteurs économiques qui peuvent se prévaloir d'une telle capital confiance. Et en parallèle... Et je ne parle pas du secteur politique. Ouais, je ne parle pas du secteur politique. Et en parallèle, vous avez une campagne de dénigrement orchestré. Quand je dis orchestré, et ça rejoint le journalisme, et je suis content effectivement d'avoir monsieur à ma gauche à ce sujet, c'est qu'on a aujourd'hui face à nous un journalisme militant. C'est-à-dire on s'apparente presque à de la propagande. Et c'est ça qui fait énormément de dégâts dans les campagnes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un regard bienveillant du consommateur sur l'agriculteur et une campagne de dénigrement de l'agriculture et de certaines formes d'agriculture. Et tout se fait dans l'opposition. Ce que je veux dire, c'est que, en ce qui concerne les agriculteurs que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, on a toujours mis en avant des circuits de valorisation, des circuits qui mettent en valeur de la plus-value. Hein. Tous les circuits aujourd'hui qualité que nous avons ont été à l'origine des agriculteurs qui ont souhaité développer avec l'État les signes officiels de qualité, label rouge, le bio, etc. Là, ce qui fait beaucoup de dégâts, c'est quand on est dans l'opposition des systèmes. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on veut ça, on veut interdire, c'est-à-dire tout ce qui est abolition de l'élevage, tout ce qui est 100% bio, c'est-à-dire qu'on veut faire que du bio maintenant, on ne veut plus d'agriculture conventionnelle, on ne veut plus d'agriculture qui répond à différentes gammes de prix par rapport aux consommateurs. C'est ça qui est difficile, c'est effectivement l'opposition. Et nous avons aujourd'hui des journalistes qui jouent pleinement le jeu de cela pour mettre en avant un certain prosélytisme ou un dogmatisme qui est catastrophique. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes décrié et que du jour au lendemain, alors quand je dis du jour au lendemain, j'exagère, il y a eu plusieurs années, mais lorsque l'agriculteur dans sa vocation nourricière, à la fois au niveau alimentaire, énergétique et toutes les autres matières biosourcées dont ils sont à l'origine, du jour au lendemain, on commence à vous dire « Ah bah vous avez été pollueur de l'environnement, ces années 2000, hein, où l'environnement était au cœur des attaques. Et puis maintenant, vous êtes pollueur au niveau sanitaire, c'est-à-dire que vous empoisonnez les gens. Et ça, c'est depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement d'orientation. L'environnement a été la clé de voûte de tout ce genre d'action et de communication bien orchestrée. Et maintenant, c'est sanitaire. Et maintenant, on va y revenir. Et alors, pour vous, François Mandin, quand on parle de relève, vous me disiez tout à l'heure en coulisses que votre fils allait reprendre l'exploitation. Comment ça se passe, justement? Comment est-ce qu'on donne envie à ses enfants de reprendre dans ce contexte? Oui, mon fils s'est installé déjà il y a 3 ans sur une ferme en bordure du Marais Poitevin avec de l'élevage allaitant. Alors, si c'est un choix courageux, il va sûrement pas être riche à la fin, mais en tout cas, je crois que l'engagement qu'on lui a montré la génération d'avant, et j'inscrirai dedans mon père et moi-même, cette idée que on a une mission en plus que celle de produire, qui est de transmettre et de rendre durables les actions qu'on mène. Et je partage complètement l'idée que pour rendre durable, il faut qu'il y ait tous les piliers qu'on a dit. Et le travail qu'on a fait, que moi j'ai fait, je vais continuer encore un peu, je ne suis pas encore en retraite, et que mon fils va faire, ça va toujours consister à chercher l'équilibre entre cet acte de production qui impose des outils de protection, des protections pour la santé des animaux, pour la santé des plantes, mais aussi pour la santé des humains qui consomment ça. Je crois que c'est quelque chose d'important. Et en même temps, répondre aux enjeux de durabilité environnementale. Et je pense que l'avoir fait le choix de rentrer en agriculture de conservation des sols sur notre ferme a été un élément déclencheur pour mon fils, parce que on perçoit que cette agriculture portera la durabilité de demain, parce qu'elle met au cœur de son processus de production le sol, la biodiversité, en utilisant tous les outils disponibles pour obtenir cette durabilité. Et là, pour nous, c'est un enjeu majeur. Et l'autre enjeu, c'est surtout sortir du dilemme où on est soit complice d'un système, soit victime. Et ça, je voudrais simplement passer le message à ceux qui nous écoutent, c'est quand on fait une profession, on se sent responsable de ce qu'on fait. On ne peut pas se projeter si on est un coupable ou une victime. On se projette quand on est reconnu comme acteur du changement continu. Et
dernière chose, c'est de toujours considérer que l'agriculture, ça s'appuie sur de la réalité et c'est ni blanc ni noir. Et que l'agriculture naturelle, ça n'existe pas. C'est pas de l'agriculture quand c'est naturel. Et le principe, c'est d'essayer de mettre en œuvre cette durabilité qui réduit l'impact environnemental de la pratique, tout en préservant cet acte de production qui est le premier service environnemental que les agriculteurs portent. Et c'est cette séparation qui s'est faite un petit peu à cause des politiques publiques, beaucoup à cause des agriculteurs, parce qu'on a une part de responsabilité qu'on doit assumer, cette non prise en compte depuis 20 ou 30 ans concrètement dans nos fermes. Et aujourd'hui, je me réjouis que ces questions sont au cœur des réflexions, parce que c'est comme ça qu'on pourra se projeter demain dans cette agriculture durable autour d'un deal collectif. C'est les résultats qui comptent, et donnons simplement la main à ceux qui font pour qu'ils choisissent les outils les plus performants pour obtenir les résultats. Ça, c'est l'enjeu et c'est le message que j'ai passé à mon fils, qu'il est en train de mettre en œuvre. Et je suis persuadé, sauf si des décisions politiques court terme empêchent d'utiliser les outils pour obtenir ces résultats-là. Et ça serait une cause d'arrêt total de son engagement en agriculture. Si, pour des raisons idéologiques, on prend des décisions politiques court terme, on empêchera cette projection long terme de durabilité, et c'est un souci majeur pour beaucoup d'agriculteurs qui sont prêts à passer le pas de cette agroécologie. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Je vous remercie tous les 5. Nous allons reprendre dans 3 minutes avec une question Twitter, et je vous remercie et à tout de suite. J'ai